Per questo mese l'Unturo si occuperà di Africa. Con questo primo incontro abbiamo deciso di chiedere a due dottoresse algerine di dirci un po' come loro hanno vissuto questa situazione dovuta alla pandemia. Innanzitutto questo video sarà un po' particolare, questa diretta verrà fatta in francese in modo da permettere alle due dottoresse di parlare in maniera un po' più tranquilla e innanzitutto in una lingua che loro conoscono bene. Per qualsiasi domanda relativa a eventuali traduzioni e incomprensioni potete scriverci tranquillamente una mail. Saluto innanzitutto le due dottoresse. Bonsoir madame. Bonsoir. D'accord. Je vous présente. On parle avec le docteur Berraba Houria Siline, qui est un médecin microbiologiste responsable d'unité de diagnostic du COVID-19 par PCR à l'hôpital d'Oran. Et docteur Mahmoud Ayat, pharmacien spécialiste en microbiologie médicale, bactériologiste et virologue dans un hôpital à l'ouest de l'Algérie. Donc, madame, si vous voulez dire quelque chose pour vous présenter, après on commence avec les questions. Oui, allez-y, docteur Mahmoud. Bonjour tout le monde. Bien sûr, elle m'a présenté déjà madame Laura, c'est docteur Mahmoud. Je suis une citoyenne algérienne, j'ai 32 ans et je suis pharmacienne spécialiste en microbiologie, c'est-à-dire bactériologie et virologie à l'hôpital, dans un hôpital à Oran. Voilà. Et moi, c'est docteur Berraba Houria. Voilà, comme vous avez déjà dit, je suis médecin de formation, mais ma spécialité, c'est aussi la microbiologie, comme docteur Mahmoud. Et actuellement, nous travaillons exactement dans le même hôpital et dans la même ville. D'accord, bien. On va commencer tout de suite avec les questions relatives à votre, le fait que vous êtes médecin. Donc, comment le personnel soignant a-t-il fait face à cette crise? Voilà, allez-y, docteur Mahmoud, vous répondez et ensuite c'est moi qui va répondre. On va faire cet ordre pour ne pas se tromper. D'accord, exactement. Le personnel soignant, il a fait face à cette crise, à cette pandémie d'une façon vraiment extraordinaire en Algérie. Bien sûr, je commence par une définition. Cette pandémie de SARS-CoV-2 ou bien de la COVID-19 s'est répandue largement sur, bien sûr, tout le territoire national et elle s'est répandue aussi sur toute la planète. Bien sûr, l'Algérie n'a pas été épargnée, bien sûr, de cette pandémie, de cette infection. Et puis, le personnel soignant, il était vraiment très courageux. Il a suivi à la lettre les instructions du ministère de la Santé, qui à chaque fois, il faisait des réunions et il établissait des instructions, bien sûr, sur lesquelles le personnel soignant, il travaillait et il faisait respectueusement et plutôt successivement des réunions pour un petit peu prendre en charge cette pandémie de COVID-19. Donc, il y a eu aussi, bien sûr, des instructions au niveau de chaque établissement, bien sûr, parce que c'est cas par cas. Chaque établissement a pris en charge ses patients cas par cas. Il y a eu, par exemple, au niveau des services de réanimation, bien sûr, des lits supplémentaires, des respirateurs supplémentaires pour un petit peu prendre en charge les patients qui désaturaient. Il y a eu aussi, au niveau de plusieurs hôpitaux, il y a eu des structures spécialement faites pour le prélèvement des patients, bien sûr, qui présentaient avec une symptomatologie évocatrice de COVID-19. Il y a eu aussi, au niveau des laboratoires d'analyse médicale, les laboratoires de virologie, une demande excessive de matériel ainsi qu'une demande des tests pour, bien sûr, effectuer le diagnostic de la COVID-19. Notre laboratoire, bien sûr, il était parmi les grands laboratoires de l'Ouest algérien qui faisaient le diagnostic de la COVID-19, bien sûr, avec l'Institut Pasteur d'Algérie. Et aussi, le personnel médical, il travaillait jour et nuit. Il était un combattant pendant cette pandémie de COVID-19. Il ne s'arrêtait pas de travailler. Il y avait aussi des réunions successives et des réunions pendant lesquelles il y a eu un échange d'informations et un échange d'expériences professionnelles, bien sûr basées sur l'expérience pratique.
Et puis voilà, c'était ça notre expérience par rapport à la pandémie de la Covid-19. Je remercie Dr Mahmoud qui était vraiment très clair par rapport à la prise en charge de cette pandémie. Donc voilà, comme a déjà précisé ma collègue, le personnel soignant, le staff soignant, tout corps confondu, les médecins, les pharmaciens, les biologistes, les infirmiers, tout le monde a été mobilisé. L'Algérie aussi a encouragé le staff par on va dire, une augmentation symbolique du salaire pour tous les gens qui étaient mobilisés dans la prise en charge. Il y a eu une mobilisation incroyable, il y avait un renforcement de recrutement des médecins généralistes, etc., pour remplir les salles de consultation. Et puis, on peut dire que l'avantage par rapport à l'Afrique, c'est qu'elle a eu un petit peu le temps, elle a appris du scénario européen parce que la pandémie, on va dire que il est devenu vraiment remarquable en Europe avant son extension en Afrique. Donc, en observant déjà ce qui s'est passé dans les pays européens, notamment les pays voisins, et donc, on va dire que durant ces moments-là, le gouvernement s'est un petit peu préparé pour ce qui allait arriver. On était tout le temps angoissés, on avait peur de voir notre pays plonger dans le même scénario des autres pays. Mais je pense qu'avec avec la prise de décision qui était dans les temps convenus, avec la fermeture des frontières, etc., ça a permis de juguler un petit peu cette expansion des cas. Voilà. D'accord. Et quelles sont les mesures que l'Algérie a mises en place pour contraster la deuxième vague? D'accord. Pour parler de la deuxième vague, c'est une très bonne question. En fait, pour parler de la deuxième vague, scientifiquement parlant, on ne peut pas parler de la deuxième vague en Algérie. Parce que déjà, la deuxième vague, c'est quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'un virus qui a muté, ça veut dire qu'il s'agit d'un virus qui a changé, ça veut dire qu'il s'agit d'une mutation génétique, et ça veut dire que le virus a évolué. Et ce n'est pas le cas en Algérie. On avait toujours les mêmes, on va dire le même virus. On avait toujours la même symptomatologie. On avait des cas bien sûr sévères. On avait des cas un petit peu bénins. C'était ça en Algérie. Donc, pour parler vraiment de la deuxième vague, scientifiquement parlant, on ne peut pas en parler, mais on parle d'une augmentation des cas, bien sûr, comme il y a eu, comme le cas dans tout le monde. Il y a eu une augmentation des cas, bien sûr, comme a déclaré le ministère de la Santé. Et actuellement, on est à peu près à 200 cas par jour selon les déclarations du ministère de la Santé. Donc, comment l'Algérie a fait face à cette augmentation des cas? Bien sûr, l'Algérie a instauré bien sûr les gestes barrières, bien sûr pour un petit peu enrayer l'expansion du virus, bien sûr comme toute la population dans le monde. Aussi, je tiens à saluer la prise de conscience du peuple algérien qui, à chaque fois qu'il ne se sentait pas bien, qui présentait une symptomatologie en faveur de Covid-19, bien sûr, il venait à l'hôpital. La majorité de la population algérienne se faisait dépister à l'hôpital volontairement. Voilà. Et aussi, parmi les mesures que l'Algérie a faites par rapport à ça, c'était l'Algérie a pensé à faire des hôpitaux spécialement faits pour la mise en quarantaine des patients, que ce soit pour la Covid-19 ou bien pour d'autres infections, pour d'autres pandémies, pourquoi pas dans le futur, on ne peut pas savoir, pour d'autres épidémies, bien sûr, des hôpitaux spécialement faits pour la mise en quarantaine et pour les recherches scientifiques. Voilà. Voilà, je rajouterai que face à cette augmentation des cas qui est survenue, on va dire, suite à des mesures de déconfinement, voilà, parce qu'après plusieurs mois de pandémie, il a fallu reprendre la scolarité, il a fallu reprendre les soutenances, etc. Donc, le gouvernement devait reprendre toutes nos activités et je pense que par conséquent, il y a eu une augmentation des cas, mais qui heureusement a été prise dans les temps.
avec on va dire un couvre-feu, c'est-à-dire arrêt de toute circulation à partir de 20h du soir jusqu'à 8h du matin. Et moi, personnellement, on a noté au niveau de notre laboratoire et aussi pour les autres collègues, il y a eu une diminution des cas positifs depuis l'instauration de cette mesure. Donc, c'est parmi, on va dire, les armes que l'Algérie a mis en place pour faire face, si on peut dire, une deuxième vague, même si on n'a pas vraiment le droit de le dire ici en Algérie, parce qu'on n'a pas noté vraiment de nouvelles souches sur le plan scientifique ou bien un changement de la clinique ou de la symptomatologie ou de la gravité. Depuis plusieurs mois, on sent qu'on est vraiment sur les mêmes souches du virus circulant en Algérie. D'accord. Et quel a été votre rôle pendant les derniers mois? Notre rôle, principalement en tant que médecin et pharmacien spécialiste en microbiologie médicale, était principalement de faire le diagnostic de la COVID-19, c'est-à-dire de mettre en évidence le virus du SARS-CoV-2, principalement par la technique de PCR, essentiellement, qui est la technique de référence pour faire le diagnostic de cette infection. Également, notre rôle était de faire la fondation et la création du laboratoire de biologie moléculaire, de l'unité de biologie moléculaire, puisque ce virus n'existait pas auparavant, donc il n'y avait pas une unité de diagnostic de cette infection. Donc voilà, au début, c'était un petit peu, ça nécessitait beaucoup d'investissement, ça nécessitait beaucoup d'efforts, ça nécessitait beaucoup d'engagement. Et heureusement qu'on était une équipe très, très courageuse grâce à notre chef de service, qui est une grande dame. Je tiens à la saluer pour cette occasion. Et aussi à nos collègues du personnel médical, le personnel paramédical, qui a participé à fond pour la création de ce laboratoire de diagnostic de la COVID-19. Donc, non seulement pour le diagnostic, on a participé aussi en collaboration avec les cliniciens et en collaboration aussi avec les radiologues pour le suivi des patients, puisque le diagnostic et le suivi, ça nécessite une collaboration très importante parce que toujours on interprète en fonction du contexte clinique et en fonction aussi du contexte radiologique. Aussi, notre rôle était la formation du personnel médical et la formation du personnel paramédical et les biologistes. C'était principalement ça. Non seulement ça, puisqu'on est aussi bactériologiste, donc on n'est pas seulement virologue, on est virologue et bactériologiste. Donc notre rôle était également de faire le diagnostic des surinfections bactériennes chez les patients, de la réanimation surtout, qui faisaient des surinfections bactériennes lorsqu'ils sont déjà infectés par le COVID-19. Par la COVID-19, pardon. Donc, il n'y avait pas beaucoup de surinfections bactériennes, mais on en a noté quelques-unes. Donc, c'est pour ça, c'était un petit peu un rôle fondamental, parce que sans diagnostic de l'infection, on ne peut pas prendre en charge les patients, on ne peut pas savoir qui est contaminé et qui n'est pas contaminé. Et voilà, c'était ça en gros. Voilà, donc justement, Dr Mahmoud faisait partie des premiers, on va dire l'équipe qui a contribué au fondement du laboratoire de biologie moléculaire. Donc, elle était engagée dans la lutte de cette pandémie depuis 6 mois, les premiers 6 mois de la pandémie. Et l'avantage dans notre service, c'est qu'on lutte aussi contre l'épuisement du personnel médical, c'est-à-dire que on a essayé, l'équipe qui a vraiment été là debout pendant 6 mois, on a essayé de changer, de faire une rotation. Donc moi, on va dire que j'ai pris la relève 6 mois après le début de la pandémie pour que mes collègues puissent sortir de cette unité et rejoindre l'unité de bactériologie. Et donc, j'ai continué leur prise en charge. On a continué de prendre les mêmes mesures, le même dialogue avec les cliniciens. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que il y a eu la reprise de plein d'activités qui nécessitaient des PCR négatifs. Donc, on contribue aussi à ce genre d'activité, en plus de la prise en charge, en plus de la nécessité d'hospitalisation des malades, en plus du risque que tel ou tel malade peuvent compliqués suite à leur infection par le Covid-19. Donc, on va dire qu'il y a eu
deux équipes, une équipe qui a contribué au fondement et une équipe maintenant qui continue dans la même voie. D'accord, merci. Et le fait d'être une femme, a-t-il joué sur votre carrière professionnelle ou pas? Pardon? Je ne vous ai pas entendu. Le fait d'être une femme, a-t-il joué sur votre carrière personnelle ou pas? D'accord. Donc, autant que femme, est-ce qu'il a influencé sur ma carrière hospitalière? Sur ma carrière hospitalière, d'accord. Oui, autant que femme, personnellement, ça n'a pas été influencé sur ma carrière hospitalière parce que je vous informe que la majorité des, on va dire le secteur médical, 60% du secteur médical, ce sont des femmes. Donc, la majorité, ce sont des femmes. Et personnellement, dans mon entourage, il y avait pas de problème. J'étais encouragée par mes parents, par mes sœurs, par mes frères, par mes amis et tout. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de problème. C'était gérable. Au contraire, il y avait des encouragements. Alors, de ma propre expérience personnelle, je pense que le fait d'être une femme algérienne n'a pas vraiment influencé ma carrière professionnelle, tout simplement parce que j'ai eu la chance d'être dans une famille qui valorise énormément les études, qui valorise énormément le fait de se construire, de donner un sens à sa vie et de faire pousser ses capacités jusqu'au sommet. Donc, voilà, sincèrement, j'ai eu beaucoup d'encouragement de mon entourage, de ma famille, de mes amis, de mes parents surtout. Et je pense que c'est ce qui m'a poussée et aidée à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Mais bien sûr, pour être, on va dire, correcte, je pense que c'est pas toutes les femmes, que ce soit en Algérie ou partout dans le monde, c'est pas toutes les femmes qui sont encouragées de la même sorte, c'est pas toutes les femmes qui sont poussées à réussir professionnellement, mais merci Dieu, j'ai été beaucoup encouragée. D'accord, merci. Et qu'est-ce qui a changé pour les femmes entre la génération de votre mère et la vôtre? D'accord. Ok, pour parler de la génération de nos mamans et notre génération, déjà, c'est pas les mêmes conditions. C'est pas les mêmes conditions parce que la génération de nos mamans, c'était avant l'indépendance et notre génération, donc c'est après l'indépendance. Bien sûr, il y a une grande différence. C'est pas les mêmes conditions de vie, c'est pas les mêmes, voilà, possibilités, on va dire, pour réussir, pour aller, bien sûr, plus loin. Donc, c'est un petit peu difficile pour établir la différence entre l'ancienne génération et cette génération, vu qu'il n'y avait pas les mêmes conditions. Voilà, moi aussi, je pense que entre notre génération et celle de nos mères et celle de nos grands-mères, on est beaucoup plus privilégiés qu'elles parce qu'on a plus de moyens. On vit carrément à un autre niveau socio-économique. Aussi, on peut dire que l'Algérie s'est beaucoup développée. On a plus de structures, on a plus de bibliothèques, on a plus de possibilités de voyager, de faire des programmes d'échange universitaire, d'échanger. Il y a aussi les réseaux sociaux, l'Internet, la technologie. Tout ça a aidé la femme algérienne pour se développer. Donc, actuellement, on parle un petit peu de mondialisation, c'est-à-dire que même en Algérie, on va trouver en fait, il y a une diversité culturelle. Il y a des gens qui parlent qu'en anglais, il y a des gens qui parlent qu'en français, il y a des gens qui parlent l'arabe, il y a des gens qui suivent une musique japonaise. C'est-à-dire que la globalisation et la mondialisation est un phénomène qui n'a pas épargné l'Algérie. Alors qu'avant, il y avait peut-être moins de diversité culturelle où c'était beaucoup plus une population homogène. Mais aujourd'hui, si on regarde bien, on contemple la jeunesse actuelle, on a vraiment une diversité, on a vraiment différentes voilà, influences. Et ce que je trouve que c'est quelque chose de bien. C'est un phénomène qui est en Algérie et partout dans le monde. Et ça permet de rapprocher les populations de plus en plus. Et ça permet aussi à plusieurs jeunes
de faciliter, de communiquer et d'échanger surtout. D'accord. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face pendant votre vie? Donc, du point de vue de l'école, de l'université, du travail, dans la famille ou avec l'État, la religion. D'accord. Les difficultés, vous parlez des difficultés par rapport à la femme ou des difficultés même pour l'homme? Même pour l'homme. D'accord. D'accord. Les difficultés, bien sûr, il y a des difficultés comme partout dans le monde. Moi, personnellement, les difficultés que j'avais, c'est surtout les difficultés pendant les études. Parce que les études de médecine et de pharmacie et de spécialité, ce sont des études vraiment difficiles en Algérie. Beaucoup de gens pensent qu'en Algérie, c'est plus facile, alors que non. C'est comme partout dans le monde, les études sont très dures. C'était un bac plus 10. 10 ans après le bac, c'était pas facile de continuer, de résister. Et voilà, de tenir le coup, c'était pas du tout facile. Heureusement qu'on avait les encouragements de nos familles, les encouragements de notre entourage, les encouragements de nos amis pour tenir. Parce que même il y avait des déplacements, c'était pas juste à l'ouest de l'Algérie. On se déplaçait à l'Institut Pasteur à Alger, donc au centre, à la capitale de l'Algérie. On se déplaçait à plusieurs wilayas pour étudier. Et ce qui était un petit peu difficile, c'était pas très difficile, mais c'était pour continuer et résister, c'était un petit peu difficile. Voilà. Et par rapport aux études, il fallait bien sûr sacrifier plusieurs choses pour étudier, comme partout dans le monde. Il faut se concentrer avec les études, il faut être à jour, il faut lire tout le temps, bien sûr pour être à la hauteur du diplôme. Donc, pour avoir un diplôme d'études médicales spécialisées en Algérie, donc c'est pas du tout facile, pardon. Donc, ça nécessite un engagement et un investissement personnel et total. C'était par rapport à ça surtout. Mais par rapport à ma famille et tout, alhamdoulilah, c'est grâce à Dieu. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des encouragements et plein de choses. Que ce soit sur le plan financier ou bien sur le plan psychologique, surtout. Exactement, c'est un très très bon point que tu as abordé, docteur Mahmoud, parce que on va dire que les études médicales, c'est des études qui prennent énormément de temps. Donc, on finit vers l'âge de 30 ans, je veux dire médecine générale plus spécialité. Donc, si on n'a pas vraiment l'aide financière qui nous permet d'étudier jusqu'à cet âge-là, c'est pas vraiment évident. Parfois, généralement, les gens, quand ils font des études aussi longues, ils prennent un double travail pour pouvoir pallier à leurs besoins, etc. Et nous, on n'a pas affronté cette difficulté, on n'était pas dans cette nécessité. Donc, moi, personnellement, j'ai pu me concentrer sur mes études. Je n'avais pas cette angoisse, mais il y avait des difficultés de déplacement parce que l'Algérie, c'est un pays qui est très, très grand en fait. Et pour se déplacer déjà à la capitale, c'est vraiment... c'est très loin et on devait vraiment faire une formation complète, on devait se déplacer pour être formé dans les différentes structures, pour être vraiment un biologiste, un médecin et un pharmacien biologiste polyvalent. Il fallait partir à Alger, étudier tout ce qui se passait là-bas comme virus, comme souche circulante. Il fallait aussi voir les résistances aux antibiotiques dans une autre structure. Donc, c'était un petit peu, on va dire, pas une difficulté, mais c'était un défi. C'était aussi un défi. Voilà, mais sinon, la difficulté des études, bien sûr, parce que on va dire que ça absorbe l'être humain. Il faut donner vraiment du 100% pour pouvoir réussir. Et je pense que la réussite, elle est vraiment réservée pour ceux qui sont prêts à payer le prix de la réussite. Je pense que la réussite n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire, si on n'est pas mentalement préparé pour payer le prix qui est le temps, qui est l'engagement, qui est le sacrifice de... Moi, par exemple, j'ai étudié dans une ville différente de ma ville natale parce que la faculté que j'avais choisie était à Oran, alors que moi, ma ville natale est située à 70 km.
Donc, ça m'est arrivé de faire vraiment beaucoup de déplacements. Parfois, je faisais cette distance 2 à 3 fois par semaine. Mais voilà, la difficulté était d'être un petit peu loin de ma famille, de ne pas pouvoir profiter de plein d'événements, de ne pas pouvoir être là, par exemple, pour plein de choses, pour ma sœur, mes frères. Mais je pense que mon entourage comprenait que c'était le sacrifice que je devais fournir pour arriver à mon but. Merci. Donc, on termine avec la dernière question. Je vous demande quel est votre point de vue sur l'immigration, étant l'Algérie un pays de départ. Oui. Alors, je vais répondre à cette question. Alors, voilà, mon point de vue personnel, c'est un phénomène qui est apparu malheureusement en Algérie et qui continue même aujourd'hui. Mais je pense que l'immigration, actuellement, on a 2 types d'immigration. Bien sûr, il y a l'immigration clandestine, voilà, qui n'est pas du tout contrôlée et qui aboutit forcément à des problèmes. Et puis, nous avons l'autre immigration, ce qu'on appelle l'immigration de luxe, et qui est aussi un phénomène très répandu en Algérie. Moi, par exemple, mon frère, il a fait ses études en Algérie, il a eu son diplôme d'informatique ici. Ensuite, il a postulé dans une université française, il est parti pour faire son doctorat là-bas. Donc, actuellement, il est docteur, il travaille, il a une excellente situation. Donc, je peux dire que l'Algérie, c'est vraiment divergent. On a 2 types d'immigration. Il y a toujours l'immigration clandestine et c'est beaucoup plus, c'est des jeunes, c'est beaucoup plus, c'est des mineurs, c'est des gens qui n'ont pas assez de maturité, c'est des gens qui n'ont pas assez de, on va dire, de sensibilisation parce qu'une fois là-bas, une fois n'importe quel pays européen, ils constatent que oui, pour réussir, finalement, même en Europe, même en Amérique, il faut fournir beaucoup d'efforts. Il faut vraiment faire l'impossible pour réussir, peu importe le pays. Et beaucoup de gens, suite à cet éveil de conscience, choisissent de rentrer et de faire l'expérience dans leur pays. Et puis, on a l'immigration de luxe et c'est beaucoup plus, c'est des cadres, des médecins, c'est des pharmaciens, c'est des ingénieurs qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont et qui veulent vraiment évoluer en permanence, qui veulent vraiment profiter de l'expérience européenne, américaine, etc., russe, et donc qui veulent se former, acquérir de l'expérience, et soit faire une carrière à l'étranger, et puis soit rentrer dans leur pays et faire profiter leur pays et leur population d'origine de toutes les compétences qu'ils ont acquis. Et moi, personnellement, j'encourage les gens, s'ils doivent émigrer, tout simplement, au départ, je leur encourage de faire l'expérience dans leur pays, d'essayer vraiment de donner leur maximum pour réussir ici. Et si jamais ça ne marche pas, faire des procédures, postuler aux universités, essayer d'avoir une formation à l'étranger. Il faut toujours avoir un plan. Il ne faut pas se jeter dans l'inconnu. Il faut avoir un plan bien fixe, étudier, évoluer, se construire pour pouvoir réussir. Mais voilà, partir comme ça, sans plan, je ne pense pas que c'est une bonne idée. D'accord, merci. Maintenant, je vous pose une dernière question. Vous pouvez me répondre ou pas. Et je vous demande, il y a quelque chose que vous désirez dire à la population italienne sur votre rôle de femme arabe et de docteur? Oui, alors moi personnellement, je pense que récemment, on va dire pas très récemment, c'était l'année dernière où j'ai participé à un programme d'échange universitaire avec Dr Mahmoud toujours et c'était, on va dire, la première fois où je rentre en contact franc avec un groupe d'Italiennes et on était vraiment émerveillés par la facilité de communiquer, on avait on va dire le même sens de l'humour entre le peuple algérien et italien. On avait on aimait tous les deux les pizzas et on a trouvé plein de points en commun. Ça nous a vraiment étonnés parce que
comme, on va dire, comme certainement vous, ou bien les Italiens, ils doivent avoir certainement des préjugés de ce qu'ils voient sur les médias, etc. Même nous, on pense que peut-être la population européenne n'est pas toujours très ouverte pour avoir des amitiés avec des Africains, etc. Donc, vraiment, ce programme d'échange, il a vraiment fait tomber toutes les barrières. On s'est rendu compte qu'on était très proches, qu'on avait plein de points en commun. Donc, ce que je voudrais dire à tous les jeunes et les Italiens, c'est de faire l'expérience, c'est de connaître des femmes arabes, musulmanes, africaines, échanger, pourquoi pas. Et je suis certaine qu'ils vont adorer l'expérience, qu'ils vont trouver plein de compatibilité et plein d'échanges, et c'est toujours enrichissant. En fait, je voudrais aussi rajouter quelque chose par rapport à notre expérience en Grèce avec les Italiennes. C'était un honneur de les rencontrer. J'ai jamais eu l'occasion de rencontrer des Italiennes et je n'avais pas la moindre idée sur elles. C'était que des filles. Il y avait 5 filles et c'était magnifique parce que c'était des filles qui parlaient le français, qui parlaient l'Italie, qui parlaient aussi même l'arabe. Il y avait certaines filles qui parlaient quelques mots en arabe. Donc, c'est des filles très cultivées. C'est un pays de jeunes très cultivés et tout. Donc, c'était un plaisir de les rencontrer. Et j'aimerais bien aussi aller en Italie, pourquoi pas, parce que déjà, on nous a dit qu'elles vont nous inviter pour passer l'expérience en Italie et rencontrer beaucoup de peuples italiens et voilà, de partager notre culture et notre expérience avec eux. Voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et à vous. Per chi stesse guardando e si fosse perso la diretta, si fosse collegato troppo tardi, potrete trovare la registrazione sulla pagina di Voce di Cittadella. Buon proseguimento.